Bienvenue à cette toute nouvelle saison, la première de la saison de Pour votre information. Je suis très content de vous y accueillir à nouveau et toujours avec cette même mission, c'est-à-dire avec le tout dans la bonne humeur, vous informer et puis vous divertir. Avec ce beau plan de match à vous proposer, notamment Philippe Dutin, directeur général adjoint des Jeux du Québec qui auront lieu cet été. Enfin, ils pourront se tenir, on se croise les doigts en territoire lavallois. C'est en juillet prochain. Aussi, Madame la docteure Alamy Laroussi, qui est d'ailleurs copropriétaire d'une clinique communautaire, clinique dentaire, qui aide des jeunes dans des milieux défavorisés sur les territoires lavallois. On viendra en parler. Aussi, Isabelle Dominique-Cros pour nous retremper dans cette routine pour se remettre en forme au cours des prochains mois. Il y a Peggy aussi qui sera avec nous, notre chroniqueuse de santé et bien-être, les bienfaits du rire qui peuvent être insoupçonnés peut-être pour vous. Nicolas Vincent Poirier viendra aussi nous jaser de cinéma. On va se projeter sur les prochains mois, quelles seront les sorties à surveiller dans le domaine du 7e art. Et aussi Marie-Ève Lajoie, qui est notaire, mais aussi autrice d'un livre sur le sujet, avec de nombreuses transactions immobilières, peut-être testament pour vous qui sont des sujets toujours dans l'espace-temps d'actualité. On saura décortiquer le tout avec vous. Je vous souhaite une très bonne émission. Notre invité, c'est la docteure Tasnim Alamy Laroussi pour nous parler de, entre autres, cette clinique qui est dentaire communautaire ici sur le territoire lavallois, qui peut peut-être pour vos jeunes enfants, donc, et toute la famille finalement, aussi contribuer à la santé chez nous, sur le territoire lavallois. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Question toute simple, tout bonnement comme ça, pour commencer. Pourquoi une clinique dentaire communautaire ici, en territoire lavallois? Pourquoi l'avoir implantée? Bien, en fait, étant donné que j'ai grandi à Laval, puis j'ai commencé ma pratique à Laval, j'ai tout de suite réalisé, en fait, on est deux cofondateurs, mon conjoint et moi, qu'il y avait vraiment des besoins au niveau des jeunes à Laval. Donc, tu sais, des besoins autant pour des enfants avec des besoins particuliers, puis aussi des enfants de milieux défavorisés. Donc, dans nos pratiques, on voyait qu'il y avait beaucoup de caries, beaucoup d'enfants anxieux, qu'aller au dentiste, c'était tout un défi. Donc, on a dû penser à une solution là, pour les recevoir. Pallier, oui, c'est ça. Ouais. Puis, et c'est devenu, cette clinique, finalement, je pense, un essentiel sur le territoire lavallois, parce que non seulement vous donnez des soins, c'est-à-dire dans la bouche, évidemment, bon, les soins dentaires, mais aussi c'est un centre éducatif, ça a plusieurs volets, plusieurs donc, possibilités pour les gens qui nous regardent actuellement. Bien, oui, tout à fait, parce que en fait, la santé dentaire, on sait que ça fait partie d'une santé générale, puis souvent, ça fait même aussi, ça s'est intégré à des habitudes de vie. Fait que ce qu'on se sentait très limité dans une perspective de clinique conventionnelle, c'est on est toujours axé sur le soin. On fait le service, le patient s'est terminé, on ne le revoit plus, tandis qu'on sait que des caries, c'est souvent associé à la nutrition, à l'hygiène buccale. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'est dit, bien, surtout jeune, c'est là où est-ce que toute la dimension de confiance, d'éducation, puis que c'est tellement déterminant pour leur vie qu'on devait vraiment trouver une solution là, pour pallier à ça. Et vous intervenez dans un contexte aussi où il y a des gens qui sont de milieux défavorisés aussi, c'est important de le mentionner. Puis c'est peut-être pas des gens qui, des fois, sont des clientèles qui vont vers vous parce que ça peut engendrer des coûts que ces familles-là ne sont pas capables de pouvoir, tu sais, justement, défrayer. Bien, tu as tout à fait raison. Puis souvent, ce qu'on trouvait, c'est que ces gens-là, finalement, on les retrouvait dans nos cliniques d'urgence. Puis là, tu sais, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des abcès, ils ont de la douleur. Donc, c'est là où est-ce que le concept de communautaire était vraiment important, de pouvoir collaborer avec le milieu, d'avoir des partenaires. La prévention aussi. Là. La prévention, mais d'avoir des partenaires qui sont vraiment au fait de la situation, comme les organismes communautaires. Oui. Et donc, Sourire solidaire, donc la clinique dentaire dont on parle, dont vous êtes notamment copropriétaire, vous êtes intervenu avec l'aide, entre autres, de partenaires financiers auprès de quoi? De plus de 500 jeunes. Vous leur donnez, c'est quoi, des soins? C'est gratuit ou presque? Bien oui, en fait, là, ce que vous parlez là, présentement, c'est un de nos services qui est très important.
Puis on est chanceux que, en fait, la Fondation TELUS, pour un futur meilleur, nous ont vraiment accompagnés. Avec la subvention de 20 000, on a pu cette année traiter plus de 500 enfants avec un petit nez de clown qui vient vraiment relaxer l'enfant puis d'avoir une expérience positive. Puis on est vraiment admirable de cette fondation de voir à quel point ils ont cette compréhension puis connaissance puis de vouloir s'impliquer pour les jeunes qui sont plus... Ça réduit l'anxiété aussi. Ça réduit l'anxiété, exactement. Autant l'anxiété que... en fait, ça vient atténuer. Parce qu'on sait qu'en dentisterie, c'est hyper sensoriel, le bruit, le goût, les odeurs. Donc, Ouais. ce gaz vient vraiment comme atténuer puis dédramatiser un rendez-vous qui peut être vraiment anxiogène pour un enfant. Puis dans certains cas, c'est des premiers rendez-vous aussi. C'est de l'inconnu pour ces jeunes-là aussi. Bien, un premier rendez-vous, beaucoup de caries. Tu sais, c'est pas une carie, on parle de plus que 8 caries en bouche. OK. Puis, en plus, bien, c'est ça, tu sais, des enfants qui sont TDAH ou des enfants qui ont des troubles d'anxiété. C'est vraiment un défi, là. Tout à fait. Et comment vous sélectionnez ces jeunes-là? Bien, je vous dirais qu'en gros, bien, on a deux types Par exemple, la clientèle est ouverte à tous, fait qu'on a des enfants qui viennent de partout, mais on a aussi deux clientèles spécifiques, dont des enfants défavorisés que vous avez parlé au début, puis les enfants avec des besoins particuliers. Donc, on est une clinique qui est là depuis longtemps, donc on a des référencements de tous les dentistes au Québec. Puis, à ce moment-là, c'est des enfants qui viennent vraiment, tu sais, avec des défis, des mauvaises expériences, que là, on doit refaire avec eux le travail d'avoir confiance. Ouais. Donc, à l'aide de partenaires publics, de partenaires privés, il y a une sélection qui est faite, des gens, comme vous dites, qui est dans le besoin. Est-ce que, puis ça a été demandé par certains dentistes que je connais ou que je lis certains articles parfois qui reviennent dans l'actualité, comme quoi que un régime public de soins de santé dentaire, certains pensent que c'est faisable, d'autres que c'est peut-être une utopie à court terme de pouvoir créer ce genre de régime-là, comme on le voit avec le régime public dans d'autres secteurs de la santé chez nous au Québec. Est-ce que, justement, vous, votre position là-dessus, est-ce que c'est faisable, réalisable à court, moyen terme? C'est sûr que, en fait, moi, j'ai pas les moyens de le faire. En fait, je trouve que c'est quand même quelque chose qui relève de nos gouvernements, mais comme professionnels, tu sais, on voit que les besoins sont tellement importants. Puis pour nous, ce qui était une solution qui est plus réaliste et réalisable à court terme, c'était vraiment d'explorer l'économie sociale. Mm-hmm. Donc, en étant dans l'économie sociale, bien, en fait, ça permet une implication autant du milieu privé que public, puis de pouvoir s'entraider là, pour offrir ces soins-là le plus tôt possible, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont délaissés puis qu'ils souffrent là, de manque d'accès. Oui. Ouais. Et est-ce qu'avec, avec, par exemple, la pandémie actuelle qui se poursuit, j'imagine qu'il y a des gens, tu sais, oui, au départ, les cliniques étaient fermées, là, évidemment, on le connaît. Ça a rouvert depuis déjà une bonne année et demie, peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ne sont pas venus encore à leur rendez-vous? Là, je parle de la population globale et que ça ne viendra pas dans 1 an, 2 ans, là, exacerber, tu sais, déjà des gens qui avaient des problèmes. Mais la question est bonne parce qu'en fait, les dentistes, là, on a été quand même un des services qui n'a jamais fermé pour les services essentiels. Puis on a été réouvert dans les premiers parce que, justement, tu sais, des caries non traitées, ça a vraiment des conséquences importantes, graves. Donc, oui, tu sais, on l'a vu, nous, quand on a repris nos cliniques, les patients qu'on n'a pas vus pendant un moment, tu sais, ça a eu un certain impact. Puis encore plus, tu sais, pour les populations, encore une fois, qui ont d'autres priorités, ils ont d'autres enjeux avec la pandémie. Tu sais, on sait qu'économiquement, ça a eu des impacts sur des familles. Payer des loyers, se nourrir. Exactement. Fait que c'est pour ça que nous, on pense que, en fait, de travailler en économie sociale, en communautaire, bien, c'est vraiment, tu sais, d'aider ces familles-là à ce qu'un soin aussi important soit pas comme un fardeau pour eux, mais qu'ils se sentent épaulés là-dedans. Épaulés, oui, appuyés. Il nous reste moins d'1 minute, mais je voulais quand même, docteur, vous demander... Bon, là, vous avez, on le disait d'emblée, aidé 500 jeunes et plus. Est-ce qu'il y a une façon, il y a un endroit, peut-être pour les familles qui nous regardent, qui peut-être sont dans le besoin ou qui aimeraient que leurs enfants puissent donc recourir à ce genre de programme comme vous desservez? Y a-t-il un endroit qu'on peut avoir de l'information? Bien, en fait, le moyen le plus facile, c'est soit s'ils sont déjà pris en charge dans un organisme communautaire. À travers l'organisme communautaire, ils peuvent faire le lien avec la clinique. Mais sinon, on a une coordonnatrice clinique à la clinique qui peuvent appeler directement, de demander à lui parler, puis de voir, de trouver des moyens pour les aider. Là, avec eux. Bien, merci beaucoup d'être passé pour nous parler. Je pense que c'est essentiel, c'est nécessaire.
On salue votre grand don de générosité, de grand don de soi. Ça peut faire la différence dans nos communautés. Bien, merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Un grand plaisir, merci à vous. Au revoir. Elle est autrice et également notaire. Elle détient entre autres 2 bureaux de notaire, notaire Rive-Sud, notaire Rive-Nord, autrice donc des super conseils de Votre Notaire, édition JCL. C'est Marie-Ève Lavoie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, mais c'est pas notaire Rive-Sud, c'est notaire du Grand Montréal. Ah, du Grand Montréal, j'ai dit Rive-Sud. Oui. OK, bon, c'est notaire Rive-Nord et notaire Montréal. Du Grand Montréal. Voilà, c'est corrigé. Merci de l'avoir fait d'emblée. Pourquoi d'avoir décidé de pousser plus loin l'exercice de votre fonction dans un livre? En fait, ça fait plusieurs années là, que je me pose des questions sur le rôle du notariat là, au Québec et je trouve que le notaire arrive trop loin dans le processus, là, surtout quand on parle du droit immobilier. Donc, on achète une maison, on achète souvent, c'est le bien le plus important de notre vie. Ouais. Et le conseiller juridique est souvent le dernier professionnel qu'on rencontre. Donc, moi, je trouve qu'on devrait plutôt rencontrer celui-ci en premier, ou en tout cas dans les premiers professionnels. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre sur le droit immobilier, sur comment acheter une maison, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'aller chez le notaire, aussi sur les testaments, les successions. Donc, bref, tous les sujets notariales se retrouvent dans le livre, mais au moins, on développe vraiment le sujet. Le sujet, vous donner des astuces, des explications et tout ça. Avec la pandémie, on le sait, il y a eu un boom immobilier. C'est fou. Puis c'est encore le cas au moment de se parler. Il y a eu malheureusement beaucoup de décès, donc beaucoup de familles qui ont eu à gérer justement des héritages ou autres. Est-ce que, pour vous, il y a des choses qui se sont exacerbées à travers ça? Est-ce qu'il y a des points que vous avez remarqués, que les gens étaient peut-être pas nécessairement bien outillés aussi? Bien, en fait, durant la pandémie, vu l'espèce de surenchère immobilière, on a remarqué en tant que notaire qu'il y avait beaucoup plus d'achats sans garantie légale, en fait. Et qu'est-ce que je trouve dommage dans mon bureau à tous les jours, c'est que je rencontre des clients qui me disent « Oh, OK, avoir su ça avant, notaire, peut-être que j'aurais pas acheté ou j'aurais peut-être pas acheté sous ces conditions-là. » Donc, justement, le livre fait mention de c'est quoi acheter avec la garantie légale ou sans certificat de localisation, c'est quoi les conséquences juridiques à tout ça avant d'aller chez le notaire. Ouais. Et vous parlez justement de maison. Moi, ça a été de faire un testament. Jeune trentaine, mais c'est quand même, je pense, pour tout le monde qui ont eu à faire ça dans leur vie ou qui le feront prochainement, quand même un petit choc quand même de parler de la mort, parce que oui, c'est une étape de la vie, effectivement, puis on veut laisser des choses aux gens qu'on aime. Moi, dans ce cas-ci, c'était entre autres mon filleul, ma famille proche aussi. Puis comment peut-être dire ça aux gens, parce qu'il y a plusieurs sortes de testaments, ou sinon de formes de testaments. C'est important de le mentionner aux gens. Là. Exactement. Il y a plusieurs formes de testaments. C'est sûr que honnêtement, c'est sûr que le meilleur, ce serait le testament notarié. Là. Ouais. Juste pour les frais, en fait, les gens pensent souvent sauver de l'argent en le faisant pas notarié parce que, justement, ça coûte rien. Là. Il peut le faire devant témoin, il peut le faire holographe, donc écrit à la main. Mais des fois, il oublie ou il sait pas que lors de son décès, dans plusieurs années, bien, ça va coûter plusieurs milliers de dollars pour pouvoir s'en servir. Donc, au lieu de payer quelques centaines de dollars aujourd'hui pour aller en faire un notarié, qu'on va sauver cette procédure-là, bien, il se cause, en fait, plus de frais. Oui, OK. Vous dites plusieurs milliers de dollars si on le fait, par exemple, à la main. Oui. C'est quoi? Ah oui, pour expliquer-nous. Bien, en fait, si vous faites un testament holographe écrit à la main ou devant témoin, en fait, qui automatiquement qui n'est pas notarié, vous allez devoir le faire vérifier par le tribunal, donc pour l'utiliser à votre décès. Okay. Donc, ça cause beaucoup de frais de plus, beaucoup de délais de plus. Donc, si les notariés, bien, vous sauvez toute cette procédure-là, finalement. Puis, ce qui est peut-être important aussi de dire aux gens, c'est peut-être pas quelque chose que vous l'avez dit d'emblée, dans l'ordre des choses, les gens n'y pensent peut-être même pas lors d'un achat d'une maison, d'un testament ou de d'autres situations d'avoir recours à des gens qui sont des notaires comme vous. Mais c'est aussi de mettre à jour les documents. Oui, effectivement. Ça, c'est important. Bien oui, c'est important parce que, honnêtement, moi, j'ai la chance en tant que notaire de voir les gens dans tous les événements significatifs de leur vie. Donc, on dit aussi que lors d'une séparation, parce que malheureusement, ça arrive quand même très souvent au Québec, malheureusement, lors de la naissance d'un enfant, donc il faudrait réviser son testament. Donc, à chaque, disons, 5 ans, 10 ans au maximum, normalement, il y a tellement d'éléments qui ont changé dans votre famille proche que ça serait une bonne chose. Que c'est important de pouvoir le faire. Puis aussi... Ça paraît un peu bête comme question, mais il y a des collègues, on en parlait avant d'ouvrir les caméras, certains qui sont un petit peu, des fois, déçus de leur expérience avec certains notaires. Est-ce qu'il y a
une bonne façon de bien choisir son notaire? Quelles sont les recommandations que vous donnez, vous qui êtes justement dans le domaine? Bien, moi, je commencerai, en fait, à m'informer auprès de vos proches sur le bouche-à-oreille, en fait. Là. OK, est-ce que toi, tu as eu une bonne expérience avec ton notaire? Oui, c'est ça, des références de vos proches, finalement, ce serait déjà un bon début. Aussi, regarder sur le site de la Chambre des notaires, être sûr qu'il fait le bon domaine de droit avec selon ce que vous avez besoin. Donc, ça serait déjà un bon départ. Une bonne porte d'entrée vers avoir un lien de confiance. Parce que, comme vous dites, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars si on n'est pas bien protégé. Alors, important d'avoir recours. Puis, j'imagine aussi de toujours trouver des documents officiels. Oui. Parce que, tu sais, selon les cas, selon l'achat d'une maison, selon un testament, parce que, tu sais, parfois, on veut le faire nous-mêmes, comme vous avez dit tantôt. Mais c'est d'avoir aussi les bons documents pour être protégé s'il arrive quoi que ce soit. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment important d'avoir tout en main. Et le livre, justement, fait mention de qu'est-ce qu'on doit préparer avant de passer chez le notaire. OK. Là, on parle de... J'ai encore un peu de temps, puis on parle de maison, on parle de testament. Je pense que c'est des choses que le commun des mortels, les gens qui nous regardent, ont tous un peu entendu parler, ont tous, même, sont peut-être déjà protégés là-dessus. Mais qu'est-ce qu'un notaire? Jusqu'où un notaire peut aller? Parce qu'il a plusieurs rôles, le notaire, chez nous au Québec. Alors, jusqu'où il peut aller? Quels sont ses champs de compétences? Peut-être que les gens, n'estiment pas à la maison, sous-estiment finalement. Là. Oui, en fait, le notaire ne fait pas seulement que des testaments et des ventes de propriété. Donc, il peut aussi représenter dans le droit corporatif, donc dans les incorporations de sociétés. Et curieusement, c'est pas parce qu'on voit un notaire au palais de justice qui est perdu. Là. Donc, il fait aussi des procédures qu'on dit non contentieuses, donc au tribunal, quand on parle de formation de conseil de tutelle, de l'adoption, donc de vérification de testament qui ne serait pas notarié, finalement, homologation de mandat de protection. Donc, on fait beaucoup de démarches au tribunal aussi. Bien, en tout cas, vous m'avez l'air vraiment bien nanti pour guider les gens. Je l'ai constaté dans votre livre. J'invite les gens à se le procurer. Donc, les super conseils de votre notaire aux éditions JCL. Voilà. Madame Marie-Ève Lavoie, merci beaucoup de nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On le garantit, ce ne sera pas le jour de la marmotte pour cet été. En tout cas, on le souhaite parce qu'après 2 années, 2 étés, on a dû remettre ces Jeux du Québec qui devaient se tenir chez nous. Ces finales des Jeux du Québec à Laval. Bien là, ça devrait être chose faite. Je vais le mettre comme ça. Donc, du 22 au 30 juillet prochain, il en est le directeur adjoint de ces 55e finales des Jeux du Québec. Il y a M. Philippe Dutin qui est avec nous par les moyens technologiques. Bonjour, M. Dutin. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Là, vous êtes prêts. Ça fait 2 étés. C'est sûr que vous êtes prêts, là. Ben, en fait, je vous dirais que depuis 2016, qui était la candidature, ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Je vous dirais qu'on est très, très confiant d'avoir des Jeux cet été pour enfin réaliser là, une finale qui va être exceptionnelle à Laval cet été. Ouais. Est-ce que, par contre, cette période de 2 ans, 2020 à 2022, ça vous a permis, par contre, de revoir certaines compétitions, certains sites, peut-être de bonifier, d'utiliser ce temps-là, finalement, à bon escient pour être sûr de maximiser l'expérience de nos jeunes athlètes et des gens qui vont y assister aux compétitions? En fait, c'est un petit peu ce que les gens nous disent. Finalement, vous allez avoir eu 5 ans pour réaliser des jeux. En fait, nous, de la façon dont on le voit, c'est qu'on aurait réalisé 3 jeux. Donc, on était en voie de réaliser les jeux en 2020. Lorsqu'en mars, là, on a dû abdiquer. On a fait des scénarios pour 2021 en pleine pandémie. Donc, vous comprendrez avec les restrictions sanitaires, les mesures qu'il fallait mettre en place. Il a fallu on réorganise tout, penser en dehors de la boîte. Et par la suite, eux là aussi ont été reportés. Donc, on se retrouve en 2022. Fait que, oui, il y a plein de scénarios là, qu'on a dû revoir, les équipes de travail, certains sites de compétition aussi. On avait des plateaux temporaires qu'on voulait aménager. Malheureusement, là, on n'aura pas pu le faire. Vous comprendrez que des reports aussi, ça a des incidences financières. Fait que tout ce qui sont les frais fixes là, d'une organisation comme ça, faut les assumer. Donc, il faut les assumer pendant 2 ans supplémentaires. Donc, il a fallu qu'on fasse certains réajustements, 2 mises à pied. Donc, il y a eu des gens là, qu'on a dû malheureusement mettre à pied, réembaucher. Alors ça aussi, vous comprendrez qu'aussi en 2022,
la main-d'œuvre n'est pas nécessairement très accessible. Fait que on a notre lot de défis, mais je pense qu'on va réaliser une superbe finale cet été. Est-ce que présentement, les jeux sont en bonne situation financière? Vous avez dit, on a dû, tu sais, c'est des frais qu'on a dû encourir. Est-ce que vous êtes quand même en bonne position financière? On peut pas faire de folie. Je vous dirais qu'on a eu un soutien supplémentaire de la Ville de Laval et du gouvernement du Québec. On a aussi pu développer quelques partenariats complémentaires avec le milieu corporatif lavallois, mais vous comprendrez que le milieu des affaires aussi essaie de recouvrer suite à la pandémie, là. Mais on a quand même des partenariats qui sont quand même intéressants. Fait que je vous dirais que oui, notre budget est équilibré, mais c'est ça, on peut pas se permettre là, de folie. Oui. Puis on peut penser aussi, vous avez parlé des ressources humaines, des gens qui travaillaient à l'intérieur de l'organisation, mais aussi aux jeunes qui ont voulu les 2 derniers étés, les 2 dernières années, aller rencontrer d'autres gens partout à travers le Québec, d'autres jeunes qui font la même discipline qu'eux. Alors là, pourront, pour une première fois depuis tant de mois et tant d'années de pratique de leur sport préféré, aussi aller à ces jeux. Alors ça, on le sait, le bienfait pour le sport, pour nos jeunes, à quel point c'est bénéfique. D'ailleurs, j'ai ouvert un peu la porte pour les compétitions. Je pense que les compétitions seront divisées en 2 volets, là. C'est important de le préciser, ça. Les jeux, il y auront 2 blocs. Les jeux se déroulent du 22 au 30 juillet. Il n'y a pas de compétition le 22, c'est les cérémonies d'ouverture. Donc, le premier bloc qui est du 23 au 26 et le deuxième bloc qui est du 26 au 30. Donc, le 26, il y aura chevauchement d'athlètes. C'est la journée probablement la plus occupée là, pour le comité organisateur. Donc, la venue des sports qui vont être là pour le deuxième bloc et le départ des délégations qui ont fait le premier bloc. OK. On parle de quelles compétitions dans les blocs A et B qui seront respectivement là, pour les gens peut-être qui ont un intérêt, qui aimeraient aller assister à ces compétitions-là? En fait, oui, on désire effectivement que les gens viennent voir. C'est pas juste aux initiés là, qu'on s'adresse, là, c'est à l'ensemble de la population lavalloise et de l'externe. Là. Donc, le premier bloc, on retrouve les compétitions d'athlétisme, donc l'ensemble des épreuves, le baseball, le basketball, le cyclisme, la natation et la natation en eau libre, puis le volleyball de plage. Ça, c'est le premier bloc. Pardon? Oui, ça, c'était le premier bloc. Ouais, le deuxième bloc, on trouve... Oui. Exact, allez-y, le bloc B. Le deuxième bloc, c'est golf, soccer, softball, tir à l'arc, triathlon, vélo de montagne et puis volleyball. Parce qu'avant d'enchaîner sur le bloc B, je voulais vous parler, vous avez parlé de compétitions en eau libre. Si je comprends bien, il y aura les compétitions qui seront faites dans le bassin au centre de la nature. C'est bien ça, de Laval? C'est quand même assez inusité, ça? En fait, comprendrez qu'on travaille de concert avec les fédérations pour être en mesure là, de trouver les endroits qui sont homologables pour les compétitions. Notre premier choix, c'était la Berge aux 4 vents, qui est à Laval-Ouest. Les Jeux se déroulant là, fin juillet, début août. On est en période d'étiage au niveau des rivières. Donc, les compétitions, on aurait pu les tenir, mais ça aurait demandé... un petit peu plus de logistique, là, parce qu'il aurait fallu faire nager les participants au large. Donc, c'est un petit peu plus complexe. On a eu une idée là, de faire venir les gens de la Fédération au Centre de la nature pour voir notre lac. Et puis, malgré sa plus petite taille usuelle, là, on a pu s'entendre avec la Fédération pour pouvoir faire une compétition qui va être vraiment agréable pour, oui, les participants, mais aussi pour les spectateurs. Les spectateurs qui n'avaient pas l'occasion nécessairement de voir leurs enfants ou leurs participants nager. Ils vont le voir là. Ils n'auront pas besoin de longue vue ou de drone pour les voir. Et puis, on s'est assuré avec les gens de la ville, l'environnement, la qualité de l'eau. Donc, on n'est pas inquiet de ce côté-là au niveau de la qualité de l'eau. Là. Puis peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, ça deviendra un bassin tel que Jean Drapeau là, pour les Lavallois. Bien, souhaitons-le, certainement. Et là, vous cherchez des bénévoles. Ça, c'est crucial pour une compétition comme la vôtre. Sans bénévoles, il n'y a pas de jeu.
Alors, c'est évident que pour nous, les équipes de site ont déjà été formées dans le sens où on a deux types de bénévoles. On a des bénévoles organisateurs ou des bénévoles de tête qui, eux, vont s'occuper des sites. Ça, c'est une implication qui est à long terme. Hein. C'est des rencontres, c'est de la formation. Et on a des bénévoles terrain, donc les bénévoles qui vont nous donner une journée, 2 journées ou 3 journées à la fois. Donc, on est autour de 2000 bénévoles qu'on doit recruter pour les Jeux. On en a déjà quelques-uns, mais c'est évident que pour nous, là, ça va être important que le milieu lavallois s'investisse. Là. Tantôt, je parlais d'initiés, là, donc c'est sûr que le milieu associatif sportif est bien impliqué dans l'organisation des Jeux, mais ça va nous prendre de l'huile de bras, ça c'est clair. Là. Certainement, pour monter les sites et autres, aider aussi durant les compétitions. On a déjà les moyens qui sont affichés au bas de l'écran si vous voulez devenir bénévole pour ces 55e finales des Jeux du Québec chez nous à Laval, enfin du 22 au 30 juillet. Monsieur Philippe Dutin, je rappelle que vous en êtes d'ailleurs le directeur général adjoint. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, écoutez, ça fait plaisir. Puis, ça va être une bonne nouvelle pour les Lavallois, puis pour tout le milieu sportif, là, les Jeux, c'est une bonne nouvelle. Certainement. Alors, en espérant vous y retrouver cet été. Merci, certainement, avec les infrastructures qui pourront aussi rester dans l'espace-temps chez nous à Laval. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Content de renouer avec elle, avec cette saison d'hiver qui se poursuit. Bientôt aussi le printemps qui s'amène, le temps doux un peu plus, qui va nous pousser à encore plus sortir, à renouer peut-être avec certains sports extérieurs aussi. Et elle va nous donner justement des conditions et toujours aussi des idées pour reconnecter avec notre routine. Salut Isabelle Dominique-Roux, notre experte fitness également qu'on peut retrouver dans 2 temps, 3 mouvements sur nos ondes. Comment ça va? Ça va super bien. Comment ça va, toi? Ça va super bien. Je dois t'avouer que j'ai eu une légère baisse. Tu sais que je cours, je m'entraîne pour un demi-marathon. Peut-être une petite baisse, comment dirais-je, de motivation. Oui. Puis il y a eu du temps froid énormément cet hiver. Hein? Ça a collé, ça n'a pas du tout lâché. Alors, je dois t'avouer que j'ai été avec la baisse de la lumière également. Ça m'a vraiment incombé, donc ça m'a pris vraiment tout mon petit change pour garder ma routine de course et aussi de routine d'entraînement, finalement. Bien, merci d'en parler parce que je pense que tu n'es certainement pas le seul et je pense que ça nous enlève tous un peu de pression quand on verbalise ça. Je pense qu'on a eu un mois de janvier pénible dans tous les sens du terme. C'était froid. Il y avait le confinement qu'on a un peu pas anticipé. En tout cas, moi, quand tout a été déclenché en décembre, je ne m'attendais pas à ce qu'on revive un confinement comme on a vécu. Alors, je pense qu'on avait un peu plein de trucs contre nous, malgré les bonnes intentions. Et c'est la raison pour laquelle je pense que parler de routine, de reprendre un peu les habitudes qu'on n'a peut-être pas eu la chance de maintenir durant le mois de janvier, c'est correct. Puis je pense qu'il faut juste se dire, OK, on passe à février et après ça, j'espère, du temps un peu plus clément parce que ça va certainement nous aider côté moral. Oui. Puis là, il y a le défi 28 jours qui, au moment de se parler, se termine. Pour ceux qui l'ont fait, le défi sans alcool, oui, ça peut nous aider, mais quand même, combiné avec de l'effort physique aussi, ça vient apporter encore plus de bienfaits à notre démarche aussi qu'on fait. Comment ça peut prendre de temps pouvoir mettre dans notre vie une nouvelle routine d'entraînement? On veut vraiment se remettre à l'entraînement. Combien de temps ça peut nous prendre pour les gens de la maison? C'est sûr que c'est toujours variable, mais de façon générale, les recherches semblent s'entendre sur entre, on va dire, 28 jours, approximativement 1 mois à 2 mois et demi. On parle de 66 jours en moyenne. Je trouve que l'exercice de soit se brosser les dents ou passer la soie dentaire, une fois que la routine est instaurée, ce qui est le fun, c'est qu'on y pense moins. Ça devient comme un peu méthodique. Tu le fais, tu y penses pas trop. Et c'est ce que j'invite les gens à essayer d'établir parce que tu le sais, hein, des fois, la motivation est là. Heureusement, quand on aime ce qu'on fait, on est capable de se pousser un peu. Mais quand la motivation n'est pas au rendez-vous, on compte un peu sur cette routine. Puis, moi, j'ai réussi à instaurer quelque chose tout le matin avant de commencer à enseigner au cégep. Et je suis très contente parce que, tu sais,
peu importe la journée, la motivation, je pars ma journée avec le café, les câlins pour le chat et un petit workout express. Et je me donne un peu de souplesse et je pense que c'est la clé dans la routine. Puis tu pourras m'en reparler de la tienne. Puis à ce moment-là, c'est peut-être de trouver aussi, si jamais la routine ne nous plaît pas, c'est peut-être d'aller voir plus en amont, de dire peut-être que le sport qu'on a choisi, c'est peut-être pas pour nous, c'est peut-être de trouver un autre sport aussi. Oui, toujours ouvrir la discussion à modifier aux besoins. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que si on arrive à se dire, écoute, je me mets pas la pression de mettre 30 minutes 5 fois par semaine, je mets entre 15 et 30, 3 à 5 fois par semaine ou 2 à 5 fois par semaine, j'ai du jeu parce que si je le fais 2 fois par semaine, je peux quand même me sentir accomplie. Puis c'est comme, je l'ai fait. J'ai pas fait 5 jours, mais j'ai fait 2 jours. Je me suis promis entre 2 et 5, mission accomplie. Et si j'ai choisi une activité qui finalement fonctionne pas pour moi, pour la motivation ou même l'heure à laquelle je me suis fixé ça, je dois avoir un plan B et avoir des idées de, OK, là, j'avais choisi de courir. Finalement, il fait trop froid, puis j'ai peur de glisser parce que là, tu sais, les surfaces, des fois, sont glissantes quand la température devient un petit peu plus clémente. Alors, c'est quoi mon plan B? Les gyms sont tranquillement en train de réouvrir. Est-ce que c'est ça mon plan B? Je veux pas acheter un abonnement puis pas y aller. Donc, oui, flexibilité à tous les niveaux, puis oubliez pas de mettre l'ego de côté parce qu'on n'est pas bon tout de suite au début. Puis, si on trouve une activité qu'on aime mais qu'on n'est pas bon, ça va prendre du temps avant d'être bon et il faut tolérer l'inconfort d'être moyen, ordinaire, débutant. Se donner cette marge de manœuvre-là. Les gens se demandent à la maison, qu'est-ce qu'une routine? Parce que ça peut être très variable, très large. Et peut-être, toi, nous donner ta routine à toi. Je comprends que toi, tu es quand même quelqu'un qui est entraîneur, qui est une experte fitness. Fait que c'est sûr que ta routine va être quand même très élevée en termes de performance et de temps, mais peut-être nous en donner un aperçu. Oui, puis ça m'amène aussi à rappeler aux gens que des fois les gens pense que les personnes qui travaillent, tu sais, comme dans la mise en forme, qui sont entraîneurs, qui sont dans le santé bien-être, des fois, il y a la fausse impression qu'on est parfait, qu'on mange bien, qu'on boit assez d'eau, tu sais, qu'on prend pas d'alcool. Je sais que tu prends de l'alcool, moi. Je sais que tu en prends un Valentino des fois. Moi, j'aime bien prendre un verre de vin. J'ai la chance d'être capable de gérer mes consommations. Donc, je me sens privilégiée. Pour ça, je suis assez disciplinée de façon générale. Je te dirais que quand même, j'ai trouvé difficile le mois de janvier pour tout ce qui était prendre des bonnes habitudes et les conserver, les garder. Okay. Et j'ai réussi. Ma routine ressemble à ceci. J'aime le ballet fitness. Comme tu sais, donc, un entraînement prioritairement musculaire. On travaille avec presque pas d'équipement. Et je fais ça entre 15 et 30 minutes le matin sur une plateforme que j'aime bien. Je vais le faire également maintenant sur place, au studio où ça se fait. Mais une routine, c'est de prévoir ce qu'on va faire. C'est-à-dire pas arriver au gym ou pas se dire « OK, là, je vais m'entraîner, mais j'y vais spontanément. » Parce que ça, c'est dur. Qu'est-ce que je vais faire si là, enfin, j'ai du temps pour faire quelque chose, mais que je sais pas qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas plus avancée. Alors, j'ai la plateforme. Il y a une prof que j'aime beaucoup qui m'inspire. Elle s'appelle Marie. Et je sais que ça va être entre 15 et 30 minutes. Alors, si je me sens moins top shape, si j'ai fait des entraînements, disons, tu sais, pour les capsules 2 temps 3 mouvements, le lundi, on filme, bien, le mardi matin, je suis un peu plus courbaturée. Alors, j'y vais mollo, tu sais, 15-20 minutes, mais je me promets de faire entre 15 et 30 minutes. Et quand j'ai fait ça, je me sens tellement bien et j'ai plus besoin d'y penser. Je sais que je vais le refaire. Moi, je le fais la semaine. C'est plus simple pour moi la semaine. Et si je dois faire une reprise, je le fais le samedi matin. Oui, puis... En tout cas, en lien avec cette routine, en lien avec ce qu'on a jasé, éventuellement, parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais on se jasera des capacités de récupération. C'est important, la récupération. Et j'aimerais ça qu'on en parle dans une future chronique. Entre-temps, on peut te suivre, évidemment, en 2 temps 3 mouvements sur nos ondes, ici, à TV Laval, puis également sur notre site Internet et sur ton site Internet qui apparaissent tous au bas de l'écran. Isabelle Dominique-Roux, merci beaucoup. Alex, toujours un plaisir. Merci. Bonne semaine. Oui, vraiment content de te retrouver. Merci, à bientôt.
Très content de l'accueillir pour cette première de la saison à nouveau. On le rappelle, elle est hypnothérapeute aussi propriétaire donc, de Global Hypnose. Donc, c'est évidemment une clinique d'hypnothérapie. Salut, ma chère Valérie Salut, Deslandes. Alex. Content de renouer avec toi. Moi aussi. Il s'est passé pas mal de choses depuis Oui. dans l'espace-temps. Confinement, bon, maintenant, on peut à nouveau, au moment de se parler, respirer à nouveau. C'est le cas de le dire. Et pour toi, dans ta pratique, qui est donc l'hypnothérapie, il y a beaucoup de choses également qui se passent. On le sent, j'imagine, chez les clients. Il y a un sentiment, ça devient encore exacerbé, cette anxiété générale. Oui, absolument. Détresse. L'anxiété, c'est la chose qu'on voit qui a le plus augmenté. Pour être honnête, Alex, notre pratique a complètement changé. C'est-à-dire que dans les 2 dernières années, on arrivait à recevoir nos clients pour vraiment travailler au niveau de leurs besoins thérapeutiques. Et là, c'est presque impossible de faire 1 heure d'accompagnement sans parler de la pandémie. Même si on essaie vraiment de ramener les gens sur leur objectif de base, leur objectif maintenant est en lien direct avec la pandémie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mettons, puis on va le diviser en 2 clans, dans le sens où les jeunes et les adultes. Oui. Quels sont peut-être les propos que tiennent les jeunes chez vous? Bon, les jeunes, les ados, ça va être la génération qui va avoir la plus grosse répercussion sur le plan psychologique. Ça, on le sait depuis 2 ans. Là, on voit les effets négatifs. Alors, la majorité de ma clientèle, là, mettons, je regarde les filles de 18 ans, peuvent plus faire leur sport. À ce moment-là, Ça l'a touché les jeunes. ça vient toucher l'équilibre. Hein? Ça touche l'équilibre de vie, l'hygiène de vie de base. Puis aussi, il faut rappeler là, aux gens que l'adolescence puis jeune adulte, c'est le moment où on s'émancipe, où on prend notre identité de jeune adulte et où on devient ce qu'on veut devenir avec nos intérêts, nos passions, nos désirs, nos besoins, nos croyances, nos affaires. Puis là, ils sont privés de tout ça. Alors, ça fait qu'ils n'ont pas l'émancipation qu'ils devraient avoir. Là, malheureusement, c'est rendu dans nos bureaux, bien, ils nous demandent à quoi ça sert de vivre. À ce point-là. Oui, à ce point-là. Est-ce qu'on parle de... Je veux pas être trop lourd dans cette chronique-là, mais il faut dire les vraies choses. Est-ce qu'on en est même rendu à parler certains qui ont pensé des idées suicidaires, des idées noires comme ça? Absolument. Et on doit référer à leur médecin de famille, on doit référer à des psychologues, on doit référer à des psychiatres, à des pédopsychiatres. Les psychiatries dans les hôpitaux, c'est une aile bien occupée là, ces temps-ci, là, pour enfants et adultes. Alors, c'est quelque chose, nous, on fait vraiment, on tente de les soulager du mieux. Mais à part amener les gens au lâcher-prise et à l'acceptation, ils ne retrouvent pas plus leur équilibre de vie pendant ce temps-là. C'est sûr. Est-ce que pour les adultes, il y a des propos qui sont divergents? Est-ce que où on tient à peu près les mêmes genres d'idées ou d'échanges avec vous là, concernant les bobos? Bien, les adultes sont un petit peu plus conscients que la pandémie peut être la source de certaines choses comparée aux adolescents. Donc, les discussions sont plus directes. Il y a une vue d'ensemble plus grande, peut-être. Oui. Les adultes, leurs conséquences sont au niveau de, leurs ados sont plus du monde. Oui. OK? Gérer, c'est ça. Oui. Puis il y a des adultes pour qui le sport est important aussi, je tiens à le rappeler. Il y en a que ça fait partie de leur routine de vie, comme moi, comme toi. Oui, je confirme. Exact. OK? Ça aussi, ça vient déranger parce que dans le sport, on retrouve beaucoup d'hormones antidépresseurs naturels. J'appelle mon commerce Global Hypnose parce que, selon moi, la santé mentale ne tient pas qu'à une rencontre thérapeutique avec quelqu'un qui te parle de la psychologie humaine. Okay? Ça tient sur l'hygiène de vie globalement. Donc, le sport affecte aussi les adultes. Mais au niveau adulte, on entend beaucoup parler du travail. Ouais. Il y en a qui ont perdu leur emploi, qui ont dû adapter leur emploi, qui ont dû être mutés, qui ne savent plus trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a les beaucoup relations de gens... de couple aussi, ça ne veut pas, ça devient tendu. Oui, les finances, au niveau des 2 carrières, les travailleurs autonomes qui ont dû fermer leur entreprise. La majorité de ma clientèle qui ont fermé leur entreprise, non seulement ils ne peuvent plus me voir, ils ne peuvent plus me payer. Oui, exact. Mais en plus, ils se sont séparés. Oui, ça bouge, c'est intense. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose d'être dans la conscience de cette réalité de en ce moment, c'est pas facile. Oui. Puis la raison principale pourquoi je crois qu'on doit mettre un peu de conscience là-dedans, c'est pour aider notre prochain et être respectueux vis-à-vis... Bienveillant. Oui, bienveillant et respectueux vis-à-vis des humains. Tu as fait d'ailleurs sur Facebook une étude sociale, on peut l'appeler comme ça. Oui, moi j'appelle ça mes études sociales. J'en ai fait plusieurs, une en particulier. Explique-nous un peu le but de ta démarche puis la méthodologie, comment tu as procédé. Là. Bon, moi je fais partie des gens que j'entends des choses d'un côté, j'entends des choses de l'autre, et moi je me dis, je peux vérifier ça par mes propres études sociales, par mes propres expériences.
Puis après ça, ben moi, j'ai une statistique véritable très intéressante, vas-y. qui n'est pas à l'échelle mondiale, Ouais. mais qui a une belle valeur quand même. OK, vas-y. Alors, le but de l'étude, c'était en fait que je me suis mis à commenter sur Facebook toujours des propos neutres, des questions ouvertes neutres qui n'accusent personne et qui ne prend jamais position, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, tu vises pas un groupe Exact. à droite ou à gauche. Exact. Parce que c'est très polarisant. C'est extrêmement polarisé présentement. Alors, l'étude sociale, le sujet, c'est si je suis neutre, si je pose une question neutre, si je fais un commentaire neutre, mais personne ne me connaît nécessairement sur Facebook et tout le monde est derrière son écran chez eux, à avoir leurs croyances bien arrêtées. L'étude a révélé, je me suis fait attaquer de commentaires, de méchanceté, de rejet. Oui. Et là, évidemment, je faisais ça dans la conscience de ce que je m'en allais faire, donc ça m'a pas fait de mal personnellement. Comme une sorte de protection. Tu étais comme blindée là, contre les attaques. Blindée, je dirais pas. Je suis OK. une femme sensible. Oui, bien, OK, mais j'étais préparée. OK. OK, j'étais préparée. Je me doutais de ce que ça allait donner. J'avais raison, finalement. Ça n'a pas donné grand-chose de bon. Puis j'avais beau expliquer suite à mes commentaires. Non, mais moi, je pose juste une question. Exact. Ah non, ça répondait à un niveau. Et là, ce que j'en ressors, là, Ton constat, oui. mon constat, il y en a deux. Premièrement, les gens qui croient en une chose ou à une autre, ils y croient vraiment. Dur OK? comme faire, oui. La méchanceté, c'est pas un argument. Même si tu me traites de nouille, OK? T'es pas en train de me convaincre de ton point. La méchanceté n'est pas un argument. On aurait intérêt, avec tout ce qui se passe sur le plan énergétique et mental en ce moment au Québec et émotionnel, on aurait intérêt à être bienveillant et respectueux. C'est un minimum. On est en 2022. Donc aujourd'hui, Alex, avec toi, grâce à toi, je fais un appel à la bienveillance des gens. Bien, Juste... c'est ce qu'on souhaite. Moi, c'est ce que ardemment... Moi, je me suis même... tu sais, en étant quelqu'un qui fait de la radio, télé, tout ça... On prenait certaines positions parfois, mais depuis 1 an et demi, je te dirais, je ne fais plus aucun commentaire à des fins de position, justement, idéologique ou de commentaires sur d'un clan à l'autre. Là. Exactement. Parce que je me retiens, je n'ai pas le goût de provoquer aucune... et d'être non plus dans cette tourmente-là. Exactement. C'est une neutralité qui va te rendre service à toi sur ton plan mental, psychologique, spirituel, et même énergétique, ouais. professionnel. Mais oui, bien sûr, aussi, parce qu'on met nos carrières en jeu quand on se positionne. On en est là, malheureusement. Oui. On en est là. Il y a des accusations qui peuvent survenir. Il y a des dangers à ça. Ça peut faire des dommages collatéraux à notre famille, à des gens qu'on aime aussi autour de nous. Alors, c'est à surveiller. Merci beaucoup, Valérie, de ce rappel. Avec plaisir, Alex. À bientôt. À bientôt. Bientôt, probablement que cette pandémie, on va le souhaiter, on pourra en rire. Souhaitons-le comme ça, pourquoi pas? Et je trouve que c'est une belle entrée en matière avec le sujet qu'on aura avec Peggy qui est avec nous. Salut! Salut! Hey, je suis très contente qu'on parle du rire parce que ça a un pouvoir incroyable, des fois qui est sous-estimé. Puis la psychologie positive, qui est une division de la psychologie qu'on connaît un peu moins, là, c'est vraiment une science. C'est prouvé. Oui, c'est prouvé. C'est les bienfaits et le rire en fait partie. Puis d'ailleurs, souvent, on sous-estime ça. Et je voulais savoir... Alex, oui, c'est mon prénom, c'est encore ça. Tu connais l'histoire... Est-ce que tu connais l'histoire du lit superposé? Non, pas encore. C'est une histoire à dormir debout. Vas-y. Oh! Sais-tu pourquoi que les couples en Italie, ils dorment pas dans le même lit? Non. C'est pour mieux se parler de l'Italie. Oh! Alors, tu vois, on rit, on a déjà les effets bénéfiques du rire. En fait, ce qu'on dit à propos du rire, là, c'est que ça diminue la pression artérielle, ça augmente les défenses immunitaires, ça réduit les troubles anxieux et également, là, c'est un bon réducteur du stress. Et on en a eu du stress, on le sait, en cette période de pandémie. Et le neurobiologiste Robert Provine étudie le rire là, avec des expériences depuis des années et il s'attardait à regarder les enfants.
Les adultes, on rit pas assez, malheureusement. Et j'ai fait l'expérience avec mes enfants, puis je suis curieuse d'avoir ton expérience. Vas-y. Ma fille, elle doit rire aux 5 minutes. Tu sais, il arrive de quoi, elle rit. Je fais un coucou, elle rit. C'est vrai, c'est incroyable comment les enfants rient. Mais il y en a qui semblent doués aussi pour le rire. Autant des jeunes que des adultes. On dirait qu'il y en a de ceux qui, le sourire, le bonheur, la joie de vivre, et on dirait que c'est plus dans leur mœurs, c'est plus dans leur génétique. Je sais pas, mais je sais pas si tu as fait le même constat aussi que Bien, moi. il y en a qui l'ont mieux que d'autres. Tu sais, comme moi, je t'ai raconté une blague, là, mais je suis pas une personne qui connaît 100 blagues sur le bout des doigts. Ouais. Il y en a, ils en sortent à tous les 2 minutes. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est assez incroyable. Puis, Mais est-ce que tu croirais que c'est un choix aussi? Tu parlais de ta fille, tu sais, en même temps, peut-être que là, c'est inconscient parce qu'elle est jeune, mais tu sais, je pense que c'est un choix aussi d'avoir cet état d'esprit-là, de rester positif, d'avoir une capacité d'émerveillement, de prendre les choses tu sais, de façon légère, même quand c'est plus dur. Bien, les enfants vivent beaucoup dans le moment présent. Aussi. Tu sais, nous, on a toujours le petit hamster qui roule dans notre tête. Fait que probablement, le lien qu'on peut faire, c'est que l'enfant, lui, est dans son moment présent. Donc, il n'est pas en train de penser à partir une brassée de lavage, à faire l'épicerie, à qu'est-ce qui s'en vient, il n'anticipe pas. Donc, de faire ce choix-là en tant oui, qu'adulte. donc on doit suivre l'exemple des enfants et essayer. Et c'est très difficile. Là. Moi, j'ai instauré des rituels. Et le rire, c'est vrai, comme tout à l'heure, avant de m'en venir, j'ai dit, je vais tester ma propre théorie. Ah. La théorie, en fait, Je du pensais que tu disais docteur. ta propre blague. Ouais, moi, je l'ai ri, mais j'ai dit, bon, ouais. c'est pas la blague du siècle. Oh, là. Mais j'ai testé la théorie de Robert Provine. Oui. Qui, dans le fond, j'avais une vidéo de Kurt Browning. Moi, j'adore le patinage artistique. Puis je me rappelais que Kurt Browning avait fait un numéro en clown. Ouais. Et j'ai écouté cette vidéo-là et j'ai ri pendant 3 minutes. Et effectivement, on sent déjà que notre cerveau, que notre corps travaille. Je me suis sentie bien immédiatement. Donc, c'est facile. Essayez ça à la maison. Regardez une vidéo qui vous fait du bien, qui vous fait rire. Les humoristes sont bons pour ça. Là. Ouais. Donc, sur YouTube, il y en a à profusion. Mais tu sais, juste de voir des vidéos, des sortes de drôles de vidéos, là, tu sais, dans le même genre, puis tu vois des gens qui glissent, qui tombent. Tu sais, je sais que sur le coup, c'est pas drôle, mais de voir des gens qui tombent sur le derrière parce qu'ils glissent sur un rond de glace ou... tu sais, ce genre de situation-là cocasse, ça nous fait tous accrocher un sourire. Là, ou un chat qui, tu sais, hein, la zoothérapie, les chats qui miaulent ou qui... Sur TikTok, les chats, là, c'est les plus populaires, les vidéos de chats. Aussi, là. C'est vrai, Donc, c'est incroyable. comme tu dis, négligez pas ce genre de choses-là qui sont Non, portées, on peut là. bien le tester. C'est ça que je veux dire, c'est facile à la maison. Des fois, on reste toute seule, on ne sait pas quoi faire. Bien, allez voir une vidéo. Si vous n'allez pas bien, stimulez votre rire, ça va vraiment vous aider. Et il y a Michael Kerr qui a écrit un livre, You Can Be Serious, Putting Humor to Work. On dit qu'aussi, il faut qu'il y ait de l'humour au travail. Ouais. Et il y a une étude allemande qui a été faite sur 352 salariés pendant 2 ans. Donc, c'est quand même une grosse étude. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont isolé les groupes de travail. Certains avaient des blagues. Le président faisait des blagues, apportait de l'humour. Et dans les autres rencontres, il était très sérieux. OK. Et ce qu'ils se sont rendus compte au bout de 2 ans, c'est que l'équipe qui avait de l'humour à l'intérieur de son milieu de travail était beaucoup plus performante. Ils ont été capables de quantifier ça. Donc, c'est important aussi au travail sur l'heure du dîner ou etc., d'essayer de prendre ça à la légère. Là. Arrêtons de parler de la pandémie, c'est fini. Le 14 mars, on peut danser. C'est sûr qu'avec, puis ben oui, puis de faire du karaoké aussi. Ça, c'est sûr qu'on va faire rire de nous autres, puis moi, pour faire du karaoké en chantant, mais ça, c'est une autre affaire. Mais par contre, quand tu dis de créer un climat de travail qui est peut-être un peu mieux, puis bon, qui peut nous aider avec le reste, c'est sûr qu'avec les récents derniers mois, puis peut-être pour les quelques mois qui s'en viennent, le télétravail peut-être favorise moins ça, mais de se créer peut-être une sorte de Zoom, d'avoir une conversation ensemble. C'est peut-être une bonne façon. Mais là, le télétravail n'est plus obligatoire. Là. Non, mais il y a encore, il y a encore beaucoup de gens. Des gens qui vont peut-être le faire graduellement, oui, mais certes, mais n'en demeure pas moins que, peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, mais de se créer un Zoom, une pause café ou quelque chose, puis pour créer d'ailleurs un chacun dialogue apporte aussi. une blague Aussi, à la pause. aussi. Non, mais ça a l'air anodin. Mais on se dit, OK, à pause, chacun compte une blague. Tu sais, ça peut être super stimulant puis amusant aussi pour parler de d'autres choses puis essayer de rester dans le moment présent. Exact. Ça aide énormément. Mais j'ai d'autres petits trucs aussi. Si on veut apporter de avec l'humour dans notre vie, on peut se constituer une collection de films drôles. Donc, c'est vrai, par rapport à Netflix et tout ça, c'est très facile. On peut aussi
s'organiser pour faire des séances de chatouille et de bataille. Moi, j'adore faire ça. Je fais ça avec mes enfants. Ça doit être facile. Avant de dormir, bon, c'est peut-être pas l'idéal, vous allez me dire, j'ai stimule, mais c'est vrai, tu sais, on court, on chatouille son amoureux, on chatouille son frère, sa sœur, on se stimule vraiment de cette manière-là. Et je voulais aussi vous référer à une capsule de Corinne Causeron. Vous pouvez aller sur YouTube. Elle a une vidéo de 5 minutes, justement, qui parle des bénéfices du rire et comment le stimuler. Donc, Corinne Causeron. Donc, je vous invite à aller voir ça. Vous allez voir, là, elle donne des conseils super géniaux. C'est à très bientôt. Et tu vas nous partager comme ça toujours des sujets de bien-être. Donc, très bientôt, je pense prochainement, pour bien traiter sa peau. Oui, ma prochaine chronique, ça va être pour bien traiter sa peau. Mais en fait, c'est que je donne aussi des formations sur la psychologie positive dans les milieux de travail. Donc, vous irez voir ça, formationsantésécurité.com. Donc, j'adore ça. Puis, tu le sais, Alex, ma mission, c'est inspirer le meilleur chez les gens pour parvenir à un monde meilleur. Alors, je le fais avec cette chronique-là. J'adore rire avec toi, Alex. Et je termine avec une citation. Vas-y, oui, parce qu'on y est habitué, on aime ça. Oui, une journée sans rire est une journée perdue. Charlie Chaplin. À très bientôt. À bientôt. Salut. Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut, Alex! Merci d'être là. Je suis tellement heureux de te retrouver. On n'a que de bonnes nouvelles à partager aux gens. Bien sûr, les salles obscures, les salles de cinéma sont ouvertes maintenant à nouveau depuis quelques temps. Et on va faire une projection au cours des prochaines minutes sur les grands films attendus pour la fin de l'hiver, le printemps, et même peut-être pousser ça si on a le temps un petit peu plus loin pour le début de l'été. Mais juste avant, revenons sur l'excellente nouvelle qu'on a connue ces derniers jours, soit les nominations aux Oscars. Bien sûr, c'est le 27 mars prochain, rappelons-le, pour les 94e cérémonies, là où ce sera remis dans la Mecque du cinéma mondial à L.A., aux États-Unis. Mais on n'est pas étonné des nominations. 10 citations pour Dune de Denis Villeneuve. Non, ils les méritent tous, les nominations, dont le meilleur film de l'année. Et bon, Denis Villeneuve n'a pas eu une nomination comme meilleur réalisateur dans cette catégorie-là. Et moi, je pense que ça va être un petit peu peut-être comme Peter Jackson. Si on se rappelle Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, à la fin de sa trilogie, là, il a gagné l'Oscar. Et je pense qu'avec Denis Villeneuve, là, il a fait la première partie de l'histoire de Dune. Et là, il va faire la deuxième. Moi, je suis un peu sous l'impression que c'est là qu'il va avoir sa nomination et là qu'il pourrait gagner si vraiment il réussit le pari de faire un film aussi bon que le premier Dune. Oui, parce qu'évidemment, le premier qui, autant la critique que le public qui était au rendez-vous, le succès au box-office était présent, les images sont fabuleuses, vraiment, ça a été dithyrambique à son égard, mais quand même, déception, lorsque tu vois meilleur film, souvent le meilleur réalisateur, le réalisateur de ce film-là, qui est considéré pour le meilleur film, est considéré également pour la catégorie du meilleur réalisateur. C'est un petit peu un non-sens, tu trouves pas? Ça dépend, parce que la meilleure réalisation, c'est le film où la technique de réalisation est vraiment la meilleure. Le meilleur film de l'année, c'est vraiment c'est un peu plus large, là. C'est le plus apprécié, le plus... Donc, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que les Academy Awards, c'est pas juste un... Oui, que c'est très politique, mais aussi c'est qu'est-ce qui fait élever le cinéma? C'est quoi les techniques qui font changer le cinéma positivement? Je comprends. Donc, le meilleur film de l'année, en passant Denis Villeneuve, il est nominé là-dessus parce que c'est un des producteurs du film Dune. Donc, oui, si le film Dune remporte le meilleur film, il va se ramasser en avant sur la scène. Sans aucun doute, c'est un des grands artisans de sa position. Puis d'ailleurs, on l'apprenait ces derniers temps, mais le tournage, parce qu'il est déjà écrit le scénario pour le deuxième, donc les phases de développement et de tournage, ultimement, là, sont très avancées pour le deuxième qu'on verra au cours des prochaines années. Et on va profiter du temps qui nous reste, mon cher, pour justement, dans un espace-temps plus proche de nous, parler des films duquel les cinéphiles actuellement pourront aller voir dans les salles obscures chez nous en territoire lavallois. Quels sont peut-être pour toi les films les plus à surveiller pour les prochains mois qui seront en salle? Moi, personnellement, il y en a deux. Le premier, c'est Le Batman, qui sort le 4 mars. Ça fait des années que j'attends ce film-là. Un film réalisé par
Matt Reeves, qui a fait la trilogie de la planète des singes. Et ce film-là, avec Robert Pattinson dans le rôle du Batman, c'est drôle parce que en 2007, quand on a appris que Heath Ledger allait faire le Joker dans le film Dark Knight, personne n'était content. Tout le monde était choqué. Ouais. Et même chose pour Robert Pattinson. C'est la même chose. Les gens étaient choqués, fâchés comme ça se peut pas. Ben, c'est parce Et que là, tout à coup, là... Ils avaient à peu près le même profil aussi en tant qu'acteurs, c'est-à-dire des acteurs pour les jeunes filles là, qui vont plaire à un jeune public. Là. Ben oui, tout comme l'était Leonardo DiCaprio dans le temps et Brad Pitt aussi, mais on change tous. Donc là, la première bande-annonce sort et là, vraiment, là, les gens comprennent. OK, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi, là. Et évidemment, on parle d'en faire une trilogie, comme tout ce genre de film-là. Et vraiment, ça a un petit côté très particulier. J'ai très hâte de voir ce film-là parce que c'est un Batman qui est très jeune et qui ne contrôle pas nécessairement ses émotions. C'est un film qui, même si c'est un film qui va pas être pour 16 ans et plus comme Deadpool, c'est un film qui va être, disons, particulièrement violent en parenthèse, parce que ça va être de la violence suggérée, parce que ce Batman-là est rempli de colère et de rage. Okay. Ce qui est très intéressant comparé aux autres, c'est un Batman quand même d'un âge mature qui était capable d'un peu plus se contrôler. Là. On regarde la bande-annonce, puis on a affaire à un psychopathe, le Riddler, dans ce film-ci, disons, qui n'est pas aussi flamboyant que Jim Carrey. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'ai hâte qu'on s'en reparle, qu'on le décortique ensemble lors de sa sortie le 4 mars. Autre film qui retient ton attention, Doctor Strange, je crois, c'est ça en mai? Oh oui, tout à fait. Le 6 mai, Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et ce qui est particulier dans ce film-là, Alex, c'est que là, oui, on va vraiment... il y a des grosses rumeurs, Alex, parce que là, ça fait depuis la série Loki que là, on commence à embarquer dans le multivers dans Marvel. C'est quoi le multivers? C'est une multitude de dimensions où absolument tout est possible. Et semblerait-il que, selon les rumeurs, dans ce film-ci, il y aurait Tom Cruise qui joue le rôle de Iron Man. Un Iron Man extrêmement puissant qui a réussi à contrôler les pierres de l'infini sur sa main. Ah oui? Semblerait-il. Une autre des rumeurs, les X-Men vont arriver. Est-ce que ce serait le retour de certains de nos acteurs fétiches qui vont incarner les X-Men, oui. par exemple? Oui? Oui, parce que Comme Hugh Jackman. Ah, ça, c'est pas tout à fait sûr. C'est beaucoup plus le professeur Xavier qui va revenir. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? On le sait pas vraiment, on espère, mais vraiment, semblerait-il, c'est le premier film qui va introduire les X-Men. Et avec les rumeurs, oui, les X-Men qu'on a vus dans le passé de Fox, d'une certaine façon, vont être reliés à l'univers présent de Marvel. Très cool, très cool. Je suis déjà enthousiaste à cette idée-là. Il nous reste 1 minute, mais rapidement, moi, j'ai un côté très passionné. Je suis mélomane, je suis musicien. Fait que c'est sûr qu'il y a des films autobiographiques en lien avec la musique ces dernières années, des Rocketman pour Elton John. On se rappelle du film rendant, évidemment, et à juste titre, les éloges pour Freddie Mercury et Queen. Aretha Franklin l'été dernier aussi, Respect. Alors, j'attends de pied ferme ce film-là qui va être Elvis au mois de juin prochain, là. Tom Hanks qui va jouer Colonel Parker, Baz Luhrmann également qui est fort pour Le Moulin Rouge, entre autres. Est-ce que tu attends ce film-là aussi? Personnellement, Baz Luhrmann, c'est pas vraiment mon style. Je l'adore comme réalisateur. Ses choix au niveau des histoires, c'est pas mon truc à moi personnellement, mais lui qui va adapter l'histoire de Elvis et de son gérant, ça va être... Ça va être assez psychédélique, je suis pas mal sûr. Là, ça ressemble légèrement à ce qu'il a fait avec Moulin Rouge, Roméo et Juliette. Je vais être curieux. C'est pas mon style de film, mais je vais vraiment être curieux de le regarder. On s'en reparle. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Merci, Alex. Monsieur Elvis Presley! Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur! À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Ouais!
Vous êtes toujours appelés à nous faire part de vos commentaires. Je suis heureux de vous lire sur notre site Internet, le tvrl.ca, sur notre page Facebook aussi pour nous donner vos suggestions, vos commentaires constructifs. N'oubliez jamais, les dimanches 9h30 sur nos ondes, c'est notre bingo, le bingo TV Laval, plusieurs endroits où vous procurez des cartes et vous pouvez remporter 3 500 $ cette semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Je vous dis à très bientôt pour une autre édition de Pour votre information. Salut!